Ce week-end sur BFM Business, hors série, Michel Picot et ses invités s'intéressent aux enjeux de la filière bio. En France, le bio est en pleine révolution. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux et producteurs, industriels et distributeurs ont créé des milliers d'emplois. Hors série, les dossiers BFM Business présentés par Michel Picot, samedi à 16h30 et dimanche à 14h30 et 19h sur BFM Business. Le hors-série, les dossiers BFM Business avec Natex Bio, la fédération des transformateurs et distributeurs bio. Hors série, les dossiers BFM Business. La révolution bio, présenté par Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de hors-série sur BFM Business consacré aujourd'hui au bio et plus précisément aux transformateurs, c'est-à-dire les industriels qui utilisent de la matière bio pour fabriquer des produits alimentaires, mais pas seulement, nous allons le voir. Un secteur qui ne semble pas vraiment connaître la crise, en croissance de 15% en 2016, et on est sur la même tendance en 2017. Et vous allez voir comment ces industriels ne manquent pas d'idées, ne cessent d'innover, de créer, peut-être pour se démarquer, car ils sont de plus en plus nombreux. Le nombre de distributeurs progresse lui aussi très fortement. Nous allons en parler avec nos invités. Maria Pelletier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez le Moulin Marion, donc vous transformez des matières premières bio. Vous nous direz dans un instant ce que vous faites. Et vous êtes aussi une présidente engagée, puisque vous présidez Génération Future. Qu'est-ce que c'est en deux mots, Génération Future ? Alors, c'est une ONG qui travaille sur les problèmes de santé publique et environnementale dus à l'utilisation de produits chimiques de synthèse et plus spécifiquement sur les pesticides. On va en parler des pesticides qui étaient au cœur de l'actualité. Avec nous également Benoît Souris, bonjour. Bonjour à vous. Directeur général de La Vie Claire et également président de Natex Bio. Qu'est-ce que c'est ? Natex Bio, c'est une fédération qui regroupe les professionnels de la filière, donc qui s'occupe à la fois des producteurs de produits agricoles transformés en produits alimentaires, mais aussi de compléments alimentaires, de produits cosmétiques, et puis la filière distribution, c'est-à-dire essentiellement le réseau des magasins spécialisés. Et vous organisez notamment un salon qui s'appelle Natexpo. Absolument. Fin octobre à Paris, c'est les 22, 23 et 24 octobre prochains. On aura l'occasion d'en parler parce que là, il y a un concentré, si j'ose dire, de toute l'innovation de la part de ces industriels. Bonjour Nicolas Bozoum. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur et fondateur du cabinet Asterès. Vous êtes penché sur ce secteur du bio et plus particulièrement sur l'économie de ces transformateurs. Je le rappelle pour nos auditeurs et téléspectateurs qu'il s'agit bien des industriels, de ceux qui transforment cette matière première. Alors je disais qu'ils fabriquent beaucoup de produits alimentaires, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut parler, on va détailler un petit peu tout ça, mais est-ce qu'on peut parler d'évolution, de révolution du secteur ? C'est presque un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est quand même un nouveau secteur. Et c'est ça qui est très intéressant pour moi, qui je suis plutôt macroéconomiste, qui m'intéresse à des choses d'ordre général. C'est que vous avez une grande transformation de l'économie aujourd'hui. Alors il y a des secteurs, des entreprises qui vont pas bien, ça on en parle beaucoup, mais on parle un peu moins des secteurs et des entreprises qui vont bien parce que ce sont de nouveaux secteurs, parce que ça correspond à un nouveau mode de consommation, parce que parfois il y a aussi des procédés technologiques qui sont nouveaux. Le secteur de l'industrie bio, c'est un secteur de haute technologie. Il ne faut pas s'imaginer ça comme une espèce de truc lié à la décroissance, etc. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un secteur très important qui est en train de se structurer avec de grosses usines. Donc moi, j'ai un peu découvert ça en tant qu'économiste et c'était tout à fait passionnant. Et c'est très important, je pense, de documenter, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Asterès, de documenter ces secteurs en mettant des chiffres, des chiffres sur le chiffre d'affaires, sur les investissements, sur les marges, parce que comme ce sont des secteurs qui sont assez récents, ils ne sont pas bien couverts par la statistique publique traditionnelle. Vous voyez, la statistique publique traditionnelle, elle couvre parfaitement les vieux secteurs qui vont plutôt mal, et elle couvre pas très bien les nouveaux secteurs qui vont plutôt bien. Alors en attendant que la statistique publique s'adapte, nous on essaie déjà de mesurer tout ça, de monter des indicateurs, et donc en effet c'est un secteur en pleine croissance. On va en parler dans un instant et on va essayer d'apporter dans cette émission un focus justement sur ces industriels. Maria Pelletier, que produisez-vous au Moulin Marion que vous présidez ? Alors, on a plusieurs activités. On a lancé le bio en 1984, donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Et nous travaillons sur le domaine agricole. On travaille avec un millier d'agriculteurs éleveurs. On a une activité nutrition animale. On fabrique des aliments pour les animaux d'élevage. Ça va de la poule pondeuse jusqu'à l'escargot. Et puis, par ailleurs, on a un moulin à farine panifiable, alimentation humaine, où nous travaillons les farines, aussi bien de blé que d'épeautre, de riz. Et nous répondons aussi à des demandes très spécifiques,
quand on a des demandes de certains transformateurs, parfois des laboratoires également. Vous êtes lancé, vous le disiez, en 1984 à faire du bio. Absolument. C'était très avant-gardiste, si j'ose dire, à cette époque-là. Hein. Oui. Pourquoi vous êtes lancé dans le bio d'ailleurs? Alors, on a racheté une entreprise qui était quasi en fin de vie et on n'est absolument pas dans ces métiers-là. Donc, on est allé chercher un ingénieur agronome. Mais le maire Boucher, à ce moment-là, arrêtait son activité en agrobiologie. Ce qui fait que nous avons pu embaucher un des ingénieurs agronomes qui sortait de cette structure. Et à partir de là, on a compris que c'était quelque chose d'important puisqu'on faisait des analyses de terre. En fonction de ça, on allait nourrir correctement. On travaillait sur les sols. Enfin, c'était passionnant et en même temps très intéressant. Oui. Et je pense que c'est le fait d'être parti en bio qui a permis à notre toute petite structure de l'époque d'évoluer correctement puisqu'il y a une remise en question quotidienne. Nous devons être sur de la prévention et non pas sur du curatif. Donc, si vous voulez, ça nous a obligés à faire des investissements importants. Enfin, on est tout à fait à l'opposé de l'image qu'on a voulu donner du bio. C'est-à-dire qu'on est plutôt moderne, qu'on a besoin de qualité, qu'on a besoin de prévention, etc. Et nous avons fait au fur et à mesure. Et notre entreprise est là où elle est grâce à cela. Ouais, j'imagine que vous avez dû en voir des tendances, que vous avez dû en voir des modes, que vous avez vu en voir des innovations dans ce domaine-là depuis, non? Mais clairement, et surtout beaucoup de critiques. On a essuyé beaucoup de critiques. On n'avait pas d'accompagnement du tout, donc il fallait se battre au quotidien. Et puis je peux vous assurer qu'en plus, une femme dans le monde agricole, à une certaine période où on voulait jeter absolument ce type d'alimentation, ça a été un combat assez passionnant. Mais vous voyez, les résultats sont là. On est ravis qu'aujourd'hui le consommateur prenne conscience de l'importance de ce type d'alimentation et nous répondons à cela du mieux que nous pouvons. Et on va le voir puisque de plus en plus de Français consomment bio aujourd'hui. Incontestablement, l'industrie du bio progresse. Hein. On vient de le voir par rapport à ce que vous nous avez raconté avec le moulin Marion. Benoît Souris, 200 points de vente ouvrent chaque année, c'était le chiffre de 2016, c'est exact? Oui, c'est parfaitement vrai. C'est même 201 magasins l'année dernière. Ça sera certainement un chiffre dépassé en 2017. Ouais. Ça prouve que des acteurs qui ont à la fois un côté historique, comme Maria vient de le dire, avec un virage qui a été pris à un moment dans la profession et des risques qui ont été pris, eh bien, ça peut encore continuer. C'est exactement la même histoire pour nous, hein, au niveau de la vie claire. 1947, donc un fondateur, on ne parlait pas encore de bio à l'époque, hein, ça n'existait pas la réglementation à cette date-là, c'est venu bien après. Et puis aujourd'hui, énormément de développement. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est plus de 8 agriculteurs tous les jours qui se transforment en agriculteurs bio en France aujourd'hui, et puis un magasin et demi qui ouvre pratiquement tous les 2 jours en France. Donc c'est là encore le signe d'un vrai renouveau, d'une vraie dynamique. C'est quoi la surface agricole bio aujourd'hui en France? On a une idée? Aujourd'hui, la surface ne cesse de progresser. La moyenne, c'est aux alentours de 6% maintenant, de la surface agricole utile. Mais on a des régions qui sont particulièrement phares, la région Rhône-Alpes en particulier, qui est extrêmement dynamique. Mais tout ça s'est fait très souvent vraiment par la force de la conviction. Et je crois que c'est souvent ça. On est tous les deux chefs d'entreprise, mais on est engagés dans nos fédérations professionnelles parce qu'on a à cœur de défendre nos spécificités. C'est effectivement les valeurs qui ont créé ces métiers-là, ces entreprises-là, mais c'est aussi le fait de passer du temps pour la collectivité, pour défendre nos spécificités, à la fois de distributeurs, de transformateurs ou d'agriculteurs en bio. Et c'est ça qui fait la différence. Un mot sur la vie claire, c'est 330 magasins, absolument. 90 en propre, je crois le reste c'est de la franchise. Exactement. Et c'est 235 millions d'euros de chiffre d'affaires en comptant l'ensemble du réseau. Hein. Exactement, c'est une activité qui s'est beaucoup développée dans les années qui viennent de passer. J'espère que le futur éclairera ça aussi. On a en ce moment des ouvertures dans beaucoup de régions et aussi à l'étranger, donc on continue à développer l'entreprise. Vous avez prévu une ouverture, 50 ouvertures, hein, c'est ça Cette année, on fera un peu plus de 50 ouvertures. Est-ce qu'on connaît le nombre d'acteurs du bio? Et là, je pense aux producteurs, je pense aux transformateurs et je pense aux distributeurs. On a une idée là aussi? Bon, on est une profession qui est, comme le disait Nicolas tout à l'heure, est assez peu observée. C'est juste pour avoir une photographie. Voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est grosso modo 120 000 collaborateurs, c'est grosso modo 30 000 agriculteurs bio, c'est on va dire 7-8 000 transformateurs de l'agriculture biologique. Les grandes masses sont là. Ce qui est très clair, c'est qu'on est dans un monde qui se transforme. Il y a à la fois la première génération qui veut transmettre son entreprise, à la fois de transformation, mais aussi de distribution. Et donc on est dans un monde qui se regroupe.
au fur et à mesure, les réseaux en termes de développement de l'offre commerciale s'organisent, avec des réseaux qui sont représentés au sein de notre fédération. Mais bien naturellement, l'ensemble des producteurs et des transformateurs se regroupent aussi. Donc le nombre se développe, mais risque aussi un peu de se comprimer dans quelques années. On va en parler dans l'évolution du marché. Il faudrait juste qu'on rappelle quand même à nos téléspectateurs, auditeurs, que le bio, c'est aujourd'hui seulement 4% de la consommation alimentaire en France. À peine. À peine. Mais ça veut dire qu'il y a des perspectives incroyables. Nicolas Bouzou. Suite à cette étude, alors, notre étude et nos chiffres portent sur l'industrie, parce que l'industrie, autant on avait une vision sur la consommation et sur la distribution, mais il n'y avait pas grand-chose sur l'industrie. Mais néanmoins, souvent, on me dit, mais le danger peut-être du bio, c'est que des points de vente, on en voit absolument partout. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose d'excessif et qu'il y a une bulle. En réalité, je ne pense pas. Enfin, je mettrai une petite nuance dans quelques instants. Mais quand vous regardez les chiffres du bio comparés à la consommation alimentaire en France, qui est absolument gigantesque, vous venez de le dire, en réalité, les chiffres sont assez modestes. Ils sont encore assez modestes. Donc, il y a des perspectives de croissance qui sont extrêmement importantes. Ce qui me fait dire qu'en termes de distribution, je pense qu'en réalité, quand on vit dans une ville comme Paris, alors pardonnez-moi, je suis parisien, c'est toujours désagréable pour les auditeurs et les téléspectateurs qui ne le sont pas, mais c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de points de vente bio. Ça signifie qu'on a des perspectives, je pense, de croissance qui sont colossales en dehors des métropoles, grosso modo. Parce que là, il y a vraiment, je pense, un effet retard. Mais c'est vrai que ce qui est très intéressant, je trouve, dans le secteur et ce qui est assez peu couvert, c'est la question industrielle. Parce qu'on a besoin en France d'avoir des industries qui soient des industries nouvelles. Parce que dans toute la filière de l'alimentation, on se pose quand même de grosses questions sur la compétitivité de l'agroalimentaire au niveau global qui ne va pas bien, sur nos agriculteurs qui vendent à des prix que beaucoup jugent sans doute à juste titre un peu bas. Et donc c'est très intéressant de regarder les segments de la filière alimentaire qui fonctionnent, d'essayer de voir pourquoi ça fonctionne, pourquoi ils sont en croissance, pourquoi est-ce que malgré tout on arrive à maintenir des prix qui permettent aux uns et aux autres de se rémunérer. C'est aussi quelque chose qui est très intéressant dans le partage de la valeur. On va parler de l'évolution de ce marché. Je voudrais qu'on fasse un petit focus sur les Français et le bio. 9 Français sur 10 déclarent avoir consommé bio. Parmi les produits alimentaires bio les plus consommés, les fruits et légumes arrivent en tête, les produits laitiers, et puis ensuite les œufs. Il y a tout un palmarès qui est fait là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi comme donnée, Nicolas Bouzou, c'est que 71% des produits bio consommés en France proviennent de France. Oui, alors je dirais un peu. C'est intéressant aussi. Voilà, c'est très intéressant. C'est vrai d'ailleurs pour d'autres types de produits, parce que là on parle des produits alimentaires, mais dans le bio, il n'y a pas que l'alimentation, voilà, il y a aussi les cosmétiques, les produits d'entretien et le textile. Alors le textile, par rapport à ce que le textile bio marche un peu moins bien que le reste. Vous allez voir que c'est directement lié, je ne m'éloigne pas du tout de votre question, parce qu'en réalité je dirais que spontanément, dans le domaine agricole, enfin spontanément, en tout cas de l'agriculture bio, on a tendance à produire local. C'est un peu plus compliqué pour le textile, parce que les chaînes de valeur du textile, évidemment, elles sont réparties un peu partout dans le monde, donc c'est plus compliqué d'avoir une traçabilité des processus de fabrication, et donc c'est un peu plus compliqué de faire bio. Mais oui, la filière bio alimentaire, je dirais que pas par nature, mais quasiment par nature, elle relève quand même de circuits qui sont relativement courts. Ouais. Maria Pelletier, les Français semblent faire confiance au bio, on ne se pose plus la question, c'est labellisé, c'est contrôlé, mais j'imagine une question que vous vous posez, vous, en tant que présidente de Génération Future. On a parlé énormément de pesticides ces derniers jours dans l'actualité, dans l'agriculture non conventionnelle, le fameux glyphosate qui était au cœur de l'actualité. Ces pesticides sont-ils encore présents dans ces aliments conventionnels, j'ai envie de dire ? Bien évidemment. On en retrouve un certain nombre et on retrouve surtout une multitude de produits chimiques sur les mêmes aliments. Quand on est en agriculture biologique, on va trouver éventuellement des bruits de fond parce qu'on n'est pas dans une bulle, donc on peut trouver. Mais quand on recherche en conventionnel, on a effectivement souvent des cocktails. On a plusieurs pesticides qu'on retrouve dans les produits et dans les produits alimentaires. Et le glyphosate notamment, nous avons fait des études, on les retrouve dans le corps humain, puisqu'on avait fait des analyses d'urine et on en trouvait partout sur des gens qui vivaient à Paris. Donc vous voyez,
Ils ne peuvent pas être contaminés par ce qui se passe dans les champs, mais à travers leur alimentation. Et on sait aujourd'hui, à travers de très nombreuses études internationales, que la plupart de ces produits sont dangereux, que ce sont des produits perturbateurs du système endocrinien. Ça veut dire qu'on engage bien évidemment notre santé actuelle, mais également la santé de nos enfants et petits-enfants, puisque ces molécules-là, on le sait, posent problème d'un point de vue transgénérationnel. Ouais. La question est tranchée depuis longtemps, mais pour vous, en tant que transformateur, pardon, Oui. passez-moi l'expression, comment vous assurez-vous que vos matières premières sont vraiment bio et qu'on n'ait pas un risque de contamination tel que Alors, vous l'imaginez? si vous voulez, la bio, c'est un contrôle et une certification du sol à la table. Lorsqu'on s'engage dans cette filière, personne ne vous y oblige. Ça veut dire qu'après, vous avez l'obligation de respecter les cahiers des charges. Le fait d'avoir un certificat n'est pas suffisant, puisque vous avez votre certificat, mais si vous ne vérifiez pas, et ce que nous faisons à chaque fois, on fait des analyses. Parce que imaginez qu'on laisse passer des pesticides ou des OGM dans des produits bio alors que c'est interdit. Nous-mêmes, on aura été contrôlés. On va se dire, bon, on a 3 mois pour réagir. Seulement, on vend à un millier d'éleveurs qui eux-mêmes vont être contrôlés. Il va y avoir des analyses des produits que nous vendons. Donc, si on a une contamination, on va être responsable, mais pas seulement jusque-là. Le beurre ou les œufs qu'on va retrouver au supermarché, si un consommateur contrôle, étant donné qu'on a une obligation de traçabilité sur l'ensemble de la filière, nous porterons la responsabilité jusqu'au bout de la chaîne. Donc les opérateurs en bio ont vraiment une attache forte à ce respect du cahier des charges, en vérifiant bien évidemment les certificats, en regardant la traçabilité, en faisant des analyses. Et à partir de là, on essaye de sécuriser l'ensemble de la chaîne, clairement. Hein. On parle d'agriculture, mais moi je dirais que c'est à tort. On devrait parler d'alimentation. C'est le seul label qui certifie du sol à la table. Benoît C'est Souris. tout à fait vrai ce que vient de dire Maria, parce que vraiment on a une obligation de résultat. C'est-à-dire que la réglementation, elle nous oblige à une obligation de moyens pour l'essentiel, un tout petit peu de résultats. Mais les acteurs qui sont engagés, les distributeurs, tout comme les industriels, ils veulent avoir une obligation de résultat. Parce que bien naturellement, la clé de voûte, c'est la confiance des consommateurs dans la qualité des produits qu'ils vont retrouver jusqu'à leur table. Et donc, dans un réseau comme La Vie Claire, on va contrôler bien sûr ce qui se passe chez nos producteurs et nos transformateurs. On contrôle aussi ce qui se passe dans la distribution pour être certain qu'il n'y ait jamais aucun mélange d'un produit non bio avec un produit bio offert aux consommateurs à la vente. Donc, c'est absolument essentiel, cette confiance. Alors, on a bien compris, la confiance, c'est la clé. Mais au-delà, j'imagine qu'il y a aussi des tendances, des goûts qui changent, des envies peut-être différentes de la part des consommateurs. Benoît Souris, quelles sont les tendances, si j'ose dire, actuellement? Et puis, on ira un petit peu plus loin pour parler quels sont les produits qui pourraient arriver demain. Aujourd'hui, il y a plusieurs tendances de fond par rapport à ça. D'abord, il y a une évolution du mode d'achat, c'est-à-dire que de plus en plus de consommateurs veulent retrouver des produits en vrac avec le moins d'emballage, le moins de contenants possible. Deuxième chose, il y a beaucoup d'avancées produits sur des produits qui sont sans quelque chose, des produits sans gluten en particulier, qui sont autant de produits qui s'adressent à des consommateurs dédiés et sur lesquels l'ensemble de la chaîne va produire, va proposer aux consommateurs des produits qui soient au départ qui étaient liés à la maladie des cœliaques, mais qui de plus en plus devient un élément de grande consommation. On va retrouver aussi des tendances très importantes sur les produits crus. Il y a énormément aujourd'hui de demandes consommateurs pour que les gens fassent eux-mêmes, mais veulent acheter au départ un produit qui soit le plus cru possible. Vous allez retrouver des produits à base de chocolat, etc., par exemple, mais aussi dans des céréales de petit déjeuner qui sont extrêmement marqués par cette tendance-là. Les gens veulent avoir de la matière première la plus à la base possible, un produit un peu originel. Maria Pelletier, quand on parle de ces nouvelles tendances, ça sous-entend que pour vous, par exemple, pour votre entreprise, ce sont des investissements, ce sont des remises en question, ce sont peut-être de nouvelles machines? Mais bien sûr, on est à l'écoute du marché, donc on va aussi faire mettre en production des cultures spécifiques, parce qu'on a aussi des besoins là-dedans. Et les outils, on s'adapte également. Donc là, actuellement, vous avez raison de parler du sans gluten. Alors certaines personnes croient qu'on va enlever le gluten des produits. Pas du tout. On va travailler dans cette unité des productions qui ne contiennent pas naturellement du gluten. Donc on va pouvoir proposer à la consommation ce type de produit. Mais je voudrais peut-être rappeler quelque chose. Aujourd'hui, ce qui intéresse beaucoup les consommateurs, c'est par rapport à leur santé.
Personne n'est capable de dire qu'un produit chimique de synthèse est bon, va vous nourrir, va vous apporter quoi que ce soit. Donc le fait qu'en bio, on s'interdise l'utilisation de ces produits tout au long de la chaîne alimentaire apporte une confiance aux consommateurs et nous devons absolument veiller à cela. Nous avons une responsabilité très importante en tant qu'acteurs de la filière pour que ça soit préservé. Nous devons veiller à ce que la réglementation préserve tout cela. Alors on va parler de l'avenir, la transition est toute trouvée, pour parler de l'évolution de ce marché. D'abord, 2 petites questions, j'aimerais avoir votre sentiment. L'État a annoncé vouloir cesser à partir de 2018 de verser des aides au maintien des agriculteurs et de l'agriculture biologique pour se recentrer sur les aides à la conversion, c'est-à-dire donc destinées à aider les débutants dans le bio. Faut-il s'en inquiéter? Et en même temps, j'ai envie de dire, aujourd'hui, le marché semble assez mûr pour ne plus être aidé. Qu'est-ce que vous en pensez? Benoît Souris, je poserai la même question à Nicolas Bouzou et puis à Maria Pelletier. Non, c'est très bien. Il y a plusieurs façons de regarder ce que vous venez d'annoncer. Il y a un côté positif qui consiste à dire faisons confiance au marché pour qu'à un moment, le marché trouve son équilibre entre l'offre et la demande et que effectivement les agriculteurs vivent le mieux possible du produit, de ce qu'ils produisent puis transforment. Ça, c'est la bonne vision des choses. Après, il y a une vision intermédiaire qui consiste à dire il était absolument indispensable d'aider les agriculteurs qui avaient ce courage-là pour absorber une diminution de leurs ressources pendant 3 années minimum pour être capable effectivement d'apporter un complément de ressources. Et le problème, c'est que cette agriculture-là, qui reste extrêmement petite par rapport à la masse de l'agriculture traditionnelle, elle fait effectivement l'objet, en particulier en ce moment, d'attaques assez régulières sur ses moyens de subsistance. Alors moi, je pense qu'il faut continuer à faire confiance au marché. On verra bien comment un certain nombre de plans d'investissement ou de plans de soutien vont être mis en œuvre. Mais je crois qu'il faut aussi chercher à trouver un modèle économique qui soit le plus autonome possible, même s'il faut peut-être accepter encore un peu de maintien d'aide pour qu'on ait une vraie production française, parce que c'est absolument indispensable. On a la chance de pouvoir produire plus de 70% de ce que nous vendons. Gardons en tête le fait que c'est ce chiffre-là qu'il faut le continuer à faire grandir. Faire du bio et du local, c'est absolument indispensable. Donc c'est un petit peu la brutalité qui vous inquiète, c'est-à-dire qu'à partir de 2018 ça s'arrête, mais en même temps... Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bon, moi je suis un économiste, j'ai un surmoi libéral qui plus est, donc la vocation de ces aides de toute façon c'est de diminuer. Mais je pense qu'on est d'accord en réalité, parce qu'en effet, vous l'avez dit d'ailleurs, le secteur il croît très rapidement et il faut qu'il se normalise peu à peu. Après, j'ai beau être très libéral, je pense qu'il ne faut pas déstabiliser le marché, c'est-à-dire qu'il faut quand même le faire progressivement. D'autant plus qu'on a quand même un précédent qui a été très bien étudié en France, c'est les panneaux photovoltaïques, où l'État a beaucoup aidé le secteur, peut-être à tort, mais du coup, il a voulu corriger les choses extrêmement vite et du coup, il a cessé de l'aider extrêmement brutalement. Moi, je pense que quand l'État aide un secteur à tort ou à raison, il faut qu'il en assume les responsabilités et qu'il se désengage, oui, mais à 2 conditions. Première condition, c'est de le faire progressivement. Deuxième condition, surtout, c'est de l'annoncer, c'est de passer une sorte de contrat avec la filière. C'est-à-dire de l'annoncer, de dire, bah, vous voyez, le secteur du bio, on peut considérer raisonnablement qu'à l'horizon, je suis très impressionniste sur les durées, mais à l'horizon de 10 ans, il n'aura plus du tout besoin d'aide publique. Et donc, ensemble, on va travailler à faire en sorte que d'ici 10 ans, vous voyez, je pense qu'il faut qu'on apprenne à réagir, à agir de cette façon-là. Ouais. Oui, Maria Pelletier. Moi, je voudrais apporter une précision par rapport à cela. Quand on regarde le budget agricole de la France et qu'on regarde les sommes qui sont attribuées à l'agriculture biologique, on est quand même l'enfant pauvre de l'agriculture. C'est-à-dire que sur les 11 milliards, je crois, qui sont touchés, la bio au global, toute filière confondue, on est à 160 millions d'euros. Donc c'est dérisoire par rapport à ce qu'il y a. Et en plus, on veut encore en enlever. Or, nous autres transformateurs, nous autres distributeurs, nous avons une demande forte du consommateur parce qu'on sait que ça a un impact écologique intéressant, qu'au niveau santé également. Donc on comprend très difficilement que l'État, alors que c'est un marché qui avance, alors qu'on a besoin justement de soutenir les agriculteurs et de relancer cette production en France, on vienne supprimer ces aides et les redonner sur des secteurs qui n'en ont absolument pas besoin. Donc je pense que on marche un peu sur la tête actuellement. Et puis après, il y a aussi quelques dérapages. C'est l'UFC Que Choisir qui parlait de surmarge de la part de la grande distribution sur des produits bio. Ça a fait son petit effet, cette affaire-là. Mais après, on se dit, voilà, c'est un marché qui est en pleine évolution. Et puis, il y a des abus. Puis, progressivement, les choses se remettent en place. Benoît Souris, le secteur dans 5-10 ans, parce que là, le salon Natexpo va être l'occasion de présenter déjà toutes les innovations. Et puis, certainement, l'évolution aussi du marché.
Bien évidemment, ce salon, c'est l'occasion d'avoir des vraies rencontres. Et c'est d'ailleurs une des thématiques essentielles, c'est pouvoir travailler sur ce que sera la distribution à horizon 10 ans ou 15 ans, ce que seront les outils de production ou transformation, ce que peuvent être les attentes des consommateurs, de quelle façon notre marché français doit-il être instruit ou au contraire convaincre des marchés européens ou des marchés encore plus lointains. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous avons, pour ce salon que la Fédération organise, nous avons 20% d'exposants en plus. Nous avons une surface globale qui va encore progresser. On attend plus de 12 000 personnes pour ce salon. On a même décidé de le rendre annuel. On va quitter Paris une année sur 2 pour aller à Lyon organiser ce salon au plus près vraiment du terrain, au plus près de nos consommateurs, au plus près de nos transformateurs. Et enfin, l'avenir, c'est incontestablement de continuer à innover. Dans notre marché, il y a une innovation absolument dingue. Il y a, 1500 produits par an qui sortent, qui sont des nouveaux produits, qui sont vraiment des évolutions à la fois sur l'aspect de la composition des produits, sur leur origine, sur la traçabilité des matières, mais aussi sur la matière gustative. Donc il y a énormément de possibilités de, on va dire, faire plaisir aux consommateurs, de se faire plaisir en mangeant bio, à la fois pour sa santé et pour le goût. Je rappelle pour nos auditeurs, Natexpo, c'est à Paris cette année, le 22, 23 et 24 octobre prochain, à Paris-Nord, Villepinte. En quelques secondes, Nicolas Bouzou, ce marché, vous le voyez comment? Vous nous avez donné déjà quelques pistes pour les 5 à 10 ans à venir. Mais c'est quoi? On va assister à une concentration, on va assister à une myriade, je dirais, de petits acteurs? Les deux. Les deux? Comme toujours, oui, les deux. Les deux, parce qu'on aura une concentration, parce que vous avez des entreprises aujourd'hui qui ont besoin d'avoir un appareil de production très important et qui ont besoin de capitaux aussi. Donc on a forcément un mouvement de concentration. Et puis vous allez avoir, j'étais tout à fait passionné par ce que vous disiez sur l'émergence des 100 par exemple. Donc on voit bien qu'il va y avoir peut-être des niches, des startups qui vont rentrer sur le marché. Enfin, donc j'imagine assez bien une coexistence des deux types de structures, avec quand même fondamentalement une sorte de normalisation de ce marché qui était un marché fondamentalement de niche un peu à côté, même d'ailleurs avec un côté, il y avait une idéologie aussi à quelque part, et je pense que voilà, ce marché va se normaliser, va devenir l'un des secteurs de l'économie française. Merci Nicolas Bouzou de nous avoir éclairé. Merci Maria Pelletier, merci Benoît Souris. Je rappelle donc que Natexpo c'est fin octobre 22, 23 et 24 octobre prochain. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce dossier de BFM Business consacré à la révolution du bio. Vous l'avez bien entendu, révolution, il y a tout qui change en ce moment. Merci de votre fidélité. Hors série, les dossiers BFM Business. Éric Catala est une sorte d'agent. Les producteurs bio sont ses stars, courtisés par les acheteurs de la grande distribution qui font désormais appel à ses services pour trouver de nouveaux fournisseurs. Car il faut répondre à une demande croissante. Ils ont tendance à les draguer, ils ont monté des services dédiés pour justement accueillir ces entreprises. C'est vrai que voilà, il y a un accueil particulier pour ces entreprises, parce que c'est parfois des entreprises de plus petite taille mais qui ont des offres intéressantes. Franck Bonfils a créé Juste Bio il y a un peu plus de 15 ans. Cette marque d'épicerie en vrac ne travaille qu'avec la grande distribution et ne parvient pas à satisfaire à la demande. Résultat, Juste Bio choisit avec qui elle veut travailler. Si elles veulent être servies, les enseignes doivent consentir quelques efforts. On ne peut pas servir des enseignes pour qui le prix est central. On peut servir des enseignes pour qui la qualité du produit et la qualité du service sont des éléments majeurs. Des enseignes qui font un effort sur le prix, oui, effectivement. De son côté, le premier producteur de légumes bio de France a choisi l'indépendance. Prince de Bretagne vend toute sa production au marché au Cadran, une sorte de bourse des produits bio. Aucun contrat, avec aucune enseigne, ce qui lui permet une certaine liberté, selon Pierre Gélébar, son directeur produit. L'intérêt de notre mode de commercialisation, c'est que tous les matins, les sociétés commerciales qui vendent les produits de la gamme Prince de Bretagne sont en contact avec tous les circuits de distribution. Les circuits spécialisés, la grande distribution, la restauration, le marché français, l'export. On n'est pas soumis au diktat d'un seul circuit. L'année dernière, les Français ont dépensé 7 milliards d'euros dans le bio, un bond de 20% par rapport à 2015. Salon aujourd'hui ? Mais bien sûr, le salon Natexpo, c'est le rendez-vous aujourd'hui des professionnels du bio, que ce soit sur des produits comme l'alimentation, la cosmétique, la nutrition, la diététique. Et je crois que c'était important parce que c'est un salon qui accueille de plus en plus de visiteurs. C'est un salon où ici on vient travailler sur l'innovation. Le bio, c'est de la création d'emplois, c'est valoriser des labels, c'est mettre en perspective des démarches collectives de producteurs. Et ici, c'est la place du ministre de
l'agriculture, d'être aux côtés des producteurs, mais aussi aux côtés des consommateurs, aux côtés des distributeurs qui sont présents ici aussi. Nous sommes en plein de ce que l'on cherche à faire, à porter au cœur des états généraux de l'alimentation. Comment faire en sorte que chaque maillon de la chaîne, du producteur au distributeur, soit bien rémunéré pour le travail qu'il fait. Et puis ici aussi, c'est un beau laboratoire de toutes les innovations que nous pouvons trouver en matière d'agriculture biologique. Vous le savez, l'agriculture biologique, il y a une demande sociale de plus en plus forte. C'est comment nous y répondons à travers un certain nombre d'outils. C'est l'aide à transmission des exploitations, c'est le crédit d'impôt que nous allons reporter pour l'année 2018 pour aider les producteurs, c'est aider les jeunes à s'installer en bio et donc faire en sorte qu'ils puissent trouver des terres pour pouvoir produire des aliments de bonne qualité. C'est travailler avec les filières et vous le savez, le président de la République a demandé à ce que nous puissions travailler sur des plans de filières. Mais aujourd'hui, ces filières, ces interprofessions, elles doivent travailler pour faire émerger des solutions pour, par exemple sur le porc, produire plus de porc bio sur le territoire français parce qu'il y a de la demande et que ce n'est pas normal qu'on aille le chercher au-delà de nos frontières hexagonales. Et puis, c'est comment nous accompagnons aussi celles et ceux qui, aujourd'hui, sont producteurs, sont exploitants et veulent se convertir au bio. Et l'État, ici, répond bien évidemment présent pour ces aides à la conversion que nous souhaitons continuer à apporter. Et puis le dialogue avec les régions, bien évidemment, parce qu'elles sont porteuses aussi de ces politiques. Je faisais état tout à l'heure de la région Aquitaine qui est présente, je vois la région Bretagne. Voilà 2 régions qui se sont pleinement investies sur le bio et c'est le rôle de l'État d'être présent à leur côté. On parle d'une réglementation qui pourrait être beaucoup plus souple en fait pour le bio. Est-ce qu'on s'oriente vers un bio au rabais ? Non, il ne s'agit pas de faire un bio au rabais parce que justement le cahier des charges du bio, il doit être très précis. Les gens, quand ils achètent du bio, ils s'attendent à un cahier des charges qui soit rigoureux. C'est d'autres méthodes de production et c'est parce que c'est un cahier des charges rigoureux que les gens vont accepter aussi de payer un petit peu plus cher le produit dont ils vont avoir besoin. Et aujourd'hui, nous travaillons avec l'Union européenne notamment et la Commission pour faire en sorte que nous avons un très beau label aujourd'hui en France qui appartient au ministère de l'Agriculture et à la filière bio qui est le logo AB. C'est comment nous pouvons faire en sorte que ce logo puisse répondre aux attentes de toute une filière, de toute une profession et comment faire en sorte que ce logo AB, nous puissions, étendre sa vocation et faire en sorte qu'il soit pleinement identifié comme étant un facteur de qualité, d'identification du produit, de traçabilité et de transparence dans les conditions de production. Il y aura quand même moins de contrôle. Non, il ne s'agit pas de faire moins de contrôle, madame. Il n'y a pas de. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire en sorte que les cahiers des charges sur la bio soient tout aussi précis, mais qu'on labellise mieux un produit lorsqu'il est bio. Le logo AB peut le permettre. Il s'agit d'être toujours vigilant. Vous savez, sur la question biosanitaire, les biocontrôles, ce sont des choses qui sont éminemment importantes chez nous et je crois que nous ne devons pas relâcher la garde sur ces sujets. Alors concernant le glyphosate, il y a Nicolas Hulot qui s'est exprimé ce matin en disant qu'il espérait une réintroduction, une autorisation en dessous de 5 ans. Vous, quelle est votre position par rapport à ça ? Mais vous savez, la France, elle parle d'une seule voix. La France, elle n'a qu'une seule expression. La France, au Conseil européen, elle votera non. Elle votera non pour le prolongement à 10 ans. Et elle a fait ce choix parce qu'on considérait que reporter de 10 ans une décision sans rien faire, dans 10 ans, nous nous serions retrouvés au même endroit et vous m'auriez dit il ne s'est rien passé durant ces 10 années. Et donc nous avons choisi de porter une trajectoire différente, de faire en sorte que la France puisse porter une proposition et elle sera développée ces jours prochains pour faire en sorte que nous puissions trouver la trajectoire la meilleure possible pour que les producteurs qui utilisent ces produits soient quelque part rassurés, mais aussi pour que nous
parce que nous avons entendu les consommateurs, parce que nous avons entendu les concitoyens, eh bien la France recherche une trajectoire pour assurer la meilleure transition possible et sortir de l'utilisation de ce produit. Et sur la durée, parce qu'à un moment vous disiez vous entre 7 et 5 ans, Nicolas Hulot dit en dessous de 5 ans, donc vous, quelle est votre position? Mais madame, moi j'ai affirmé une position à un moment du fait de données que je pouvais avoir. Mais derrière, aujourd'hui, nous avons travaillé avec le ministère de l'Environnement, avec l'ensemble du gouvernement, à définir la meilleure trajectoire. Et cette trajectoire, elle sera définie à l'occasion dans les prochaines semaines. En tous les cas, la France, elle, comme je vous l'ai dit, elle parle d'une seule voix. Elle votera non. Elle votera non cette semaine à la Commission européenne. Et ensuite, comme le Premier ministre nous l'a demandé, nous apporterons un objectif précis, un calendrier de sortie de l'utilisation des glyphosates et les discussions sont en cours. Et par rapport à la durée, est-ce que vous espérez aussi que ce soit en dessous de 5 ans? Mais écoutez, tout ce qui pourra faire en sorte que nous puissions aller le plus vite possible sera bien. Mais aujourd'hui, c'est veillons à assurer la meilleure transition possible pour que celles et ceux qui l'utilisent puissent trouver les alternatives. Moi, c'est le sujet qui aujourd'hui m'intéresse par rapport aux agriculteurs. Quelles sont les alternatives possibles à ce produit? Mettons, je dirais, des moyens sur la recherche publique pour faire en sorte que nous puissions trouver ces alternatives possibles et regardons quelle est la meilleure trajectoire. En tous les cas, moi, ce que je sais, c'est que l'objectif que nous avons, il est le même. L'objectif du gouvernement, c'est de sortir de l'utilisation de ce produit. Donc moins de 5 ans. L'objectif, c'est de sortir de l'utilisation de ce produit, madame. Et je pourrais vous le répéter en toutes les langues et en vous le chantant. L'objectif, il est de sortir de l'utilisation du glyphosate, bien évidemment, comme nous l'avons toujours dit, comme nous l'avions. La France avait déjà voté comme cela en 2016. Et aujourd'hui, nous recherchons la meilleure trajectoire possible.